Oh wow! De Richelieu par le oh look at that! Oh that's freaking amazing! Chinon. Bro, look at this guy. Look at that picture. Bro, he looks like he hates his life. Alright. This is a suggestion. Continue with my members and their suggestion. Guys, this is why I tell you, for an active viewer of mine, man, you become a member. It's only 99 cents a month, man. This whole week, I'm just dropping member-only suggestion, basically. And then next week... Oh wait, it's in... C'est un petit oppidum. I thought it was in French subtitles. Un oppidum idéalement placé sur une hauteur, près d'une forêt, dominant une rivière, la Vienne. Alors, ce lieu stratégique va ensuite devenir une forteresse gallo-romaine, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Seulement, on sait que le castrum romain, qui était rectangulaire, eh bien, il occupait l'emplacement du château actuel de Chinon. Magnifique. Oh, so this used to be a Roman fortress? Okay. I don't really think Roman fortresses are special, though, to be honest. They're usually just small... Yeah, nothing special to them. I mean, the historic value is special, but yeah, overall, meh. Mais le grand personnage de la région à la fin de l'Antiquité, c'est évidemment Saint Martin de Tours, le grand évangélisateur de la Gaule. Saint Martin, évêque de Tours, qui est donc enterré à Tours, mais qui est mort à Cande-Saint-Martin, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Chinon, à la confluence de la rivière, la Vienne, avec la Loire. Et comme vous l'avez entendu, tout est dans le titre, Cande-Saint-Martin. Je peux vous dire que Saint-Martin, il a laissé une trace indélébile dans toute la Gaule, et en particulier à Chinon. Eh oui, Saint-Martin va laisser des traces, y compris à Chinon. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la première église de la ville s'appelait l'église Saint-Martin. Et il en reste quelques vestiges ici derrière moi, rue du Coteau, Saint-Martin. I'm not gonna lie. For France, this place looks very dull. Et c'est d'ailleurs un disciple de Saint-Martin, Saint-Même, qui va venir ici. I've done a lot of France reactions, and this place is like kind of the most non-vibrant, dull place I have seen thus so far. Au pied de la forteresse, un premier monastère. Monastère qui va servir à la fois de lieu de culte avec une église, mais aussi un lieu de pèlerinage pour accueillir les pèlerins. Donc petit à petit, ce monastère va se transformer en basilique, puis en collégiale. La collégiale Saint-Même, dont les plus vieux vestiges sont ici, derrière moi, et ils datent de l'an 1000. From the year 1000, wow. Chinon devient donc une terre d'église et de pèlerinage appartenant aux archevêques de Tours, mais autour de l'an 1000, dans une période qu'on a appelée la féodalité, à la chute de l'empire carolingien, ça va être un petit peu le bazar, avec des petits seigneurs locaux qui vont commencer à se friter entre eux pour accroître leurs propres possessions. Et n'oublions pas que Chinon est à la confluence de trois domaines qui vont prendre de plus en plus d'importance au Moyen-Âge. D'un côté, le Poitou, de l'autre, l'Anjou et la Touraine. Chinon et sa petite forteresse sur la hauteur devient alors un lieu très convoité, stratégique, qui dans un premier temps appartient aux comtes de Touraine, puis elle va passer sous la domination des comtes d'Anjou avec les célébrissimes Plantagenets. Ah yes, the Plantagenet dynasty. I still cannot believe that the freaking St. George's flag is from that. Et là, Chinon va se retrouver au cœur de l'empire plantagenet. Et attention les enfants, les Plantagenets, c'est pas de la quiche au XIIe siècle. Les mecs, ils sont beaucoup plus gros que les rois de France. Ils sont à la fois rois d'Angleterre, mais aussi maîtres de toute la façade occidentale de la France, depuis la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Et celui qui a fait exploser la dynastie Plantagenet, Henri II Plantagenet, va faire en quelque sorte de Chinon la capitale continentale de son empire. En tout cas, une de ses résidences préférées depuis cette forteresse magnifique. Ici, là vous avez derrière moi l'entrée du château du milieu. Ah oui, parce qu'il y avait en fait 3 châteaux. Ah oui, il y avait d'abord le fort Saint-Georges, ensuite le château du milieu et ensuite le fort du Coudray.
Et grâce à son statut, eh bien Chinon va connaître un développement assez important au XIIe siècle, avec une petite ville qui va se développer au pied de la forteresse, contre la rivière, une petite ville avec son église, Saint-Maurice, qui date justement du XIIe siècle. Elle est là. Bro, that town looks so freaking bland, bro. Et avec un tel statut... Oh my gosh. Where's the vibrantness of this town? It just looks so black and just... I would not want to be there. Capitale continentale de l'Empire, eh bien vous vous en doutez, Chinon, la forteresse de Chinon, va être renforcée à l'époque des Plantagenets. On va créer à l'est du château qu'il y avait à l'époque, un nouveau château, un nouveau fort, le fort Saint-Georges, dont les derniers vestiges sont ici derrière moi. Vous avez des morceaux du rempart qui sont construits en pierre de tuffeau. Et là vous vous dites, vous qui êtes passionné d'histoire de France, attendez, Saint-Georges, ça n'a pas grand-chose à voir avec les Français. Eh ben non, parce que justement, Henri de Plantagenet, il était roi d'Angleterre. Nous, les Français, notre archange guerrier, c'est plutôt Saint-Michel. Là, c'est Saint-Georges. On était chez les Anglais. Mais l'influence anglaise des Plantagenets va s'arrêter net au début du XIIIe siècle avec un roi de France hyper fort, hyper balèze, monsieur Philippe Auguste. Alors lui, il va défoncer tout le monde et il va reprendre la majeure partie des possessions continentales des Plantagenets, dont Chinon. Chinon, une des dernières forteresses à tomber en 1205 après 8 mois de siège. Devenue française, Chinon va rester un verrou stratégique majeur, on est tout près des frontières, on est près de la Loire qui est tout près d'ici, et du coup, Philippe Auguste, à son tour, il va renforcer la forteresse de Chinon. Et c'est à lui qu'on doit la séparation définitive en 3 châteaux en fait, à l'est le fort Saint-Georges, au milieu le château du milieu, c'est logique, et à l'ouest le fort du Coudray, que vous avez ici derrière moi, et qui était donc séparé par un pont-levis du reste du... I like the bridge. The bridge looks nice. It looks very cool. Ugh. I swear, I cannot wait until I get my freaking overbite problem fixed. I said this before, that I have like an overbite problem, so sometimes I can't pronounce words properly. I'm gonna get braces for that relatively soon. But it's kind of funny though, sometimes when I mispronounce words. This kind of looks like a low-key, like Eastern European style of architecture. Not completely, but it's just something that I've noticed here. Et maintenant, vous But it still looks more Western European. Okay, let's il est enterré tout près de Chinon. D'ailleurs, il est mort à Chinon et il a été enterré dans l'abbaye royale de Fontevraud, qui était l'équivalent pour les Plantagenets de Saint-Denis pour les Capétiens. C'était la nécropole royale. Voilà pourquoi vous avez son gisant, mais aussi celui de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, ou celui de son fils, Richard Cœur de Lion. C'est la nécropole royale des Plantagenets. Mais tout au long du Moyen-Âge, les Anglais, ils vont continuer à revendiquer leur possession continentale en France et ils vont même revendiquer carrément la couronne de France pour une histoire de succession. Ça va déclencher une guerre terrible, la guerre de 100 ans. Et au début, les Français, ils se sont pris dégelé sur dégelé. Ça a été terrible. Et du coup, Chinon va devenir le dernier refuge, le dernier sanctuaire des irréductibles Français, unis derrière le prétendant à la couronne, l'héritier, le dauphin, le futur Charles VII. Eh bien, c'est à Chinon. Bro, look at this guy. Look at this guy. Look at that picture. Bro, he looks like he hates his life. This guy looks like the type of guy that you would hate to work with. Le destin de la France s'est joué avec 2 événements. Un ultra connu et l'autre ultra méconnu. Je vais commencer par le ultra méconnu. Suivez-moi. Je vais commencer par l'événement le plus méconnu qui s'est déroulé à Chinon en septembre 1428, ici, derrière moi.
dans l'hôtel des États généraux au niveau du Carrois. Le Carrois, c'était le grand carrefour de la vieille ville. À Chinon, c'est là où tout le monde se rencontrait, hein, c'est un espace public. Et dans cette salle, Charles VII, le futur Charles VII, a convoqué les États généraux pour demander à son peuple de le soutenir dans l'effort de guerre pour chasser les Anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire, le soutenir? Eh ben, c'est tout simplement prélever des impôts, demander de la thune. Et là, les Français, le peuple hein, surtout, hein, évidemment, le tiers-état, essentiellement les bourgeois, ceux qui ont de l'argent, vont accepter de soutenir l'effort de guerre et donc de permettre à Charles VII de chasser les Anglais. C'était hyper important. Ces États généraux qui se sont tenus ici à Chinon en 1428, c'était les plus importants de toute la guerre de 100 ans. Et ce qui est aussi amusant à retenir, c'est que ensuite, après ces impôts pour soutenir l'effort de guerre, eh ben, petit à petit, les impôts sont devenus permanents. Oui, mesdames et messieurs, quelque part, nos impôts sont nés ici à Chinon, hôtel des États généraux, en 1428. I know this music is gonna be copyrighted. Don't worry though, you won't be hearing it. You're listening to a different music right now, but I'm hearing different. Mais le deuxième événement ultra connu qui va faire basculer le destin de l'histoire de France pendant la guerre de 100 ans ici à Chinon, c'est évidemment la venue d'une soi-disant bergère de Lorraine le 25 février 1429 dans la forteresse de Chinon pour rencontrer le dauphin, le futur Charles VII, et le convaincre d'aller virer les Anglais. Alors, selon la légende, notre Jeanne d'Arc serait venue ici, dans la grande salle de la forteresse, rencontrer Charles VII. Il en reste pas grand-chose hein, de cette grande salle, il reste quand même, voilà. Là, They didn't preserve the room. Rien. Et donc, elle serait venue le voir, mais évidemment, elle faisait un peu flipper. Charles VII, il s'en méfiait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Selon la légende, eh ben, il a demandé à un de ses copains de le remplacer, de se déguiser en roi, tu vois, comme ça, lui était tranquille. Si elle le maraboutait ou quelque chose comme ça, c'est lui qui aurait pris. C'est mieux pour Charles VII. On va faire comme ça. Cherche pas à comprendre, t'es mon sujet. Obéis, on fait comme ça, tu te déguises. Mais ça, c'est pas vrai. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, il n'y a pas eu une rencontre, mais il y a eu deux rencontres. Et la première rencontre entre Jeanne d'Arc et le futur Charles VII, elle s'est passée en catimini, dans la chambre du roi que je vais vous montrer. Et un mois après, une fois que Charles VII aura été convaincu, eh bien là, on fera les présentations officielles, ici, dans la grande salle du château de Chinon, voilà, dont il ne reste que la cheminée. Mais cette cheminée, elle a vu Jeanne. Venez maintenant, on va voir la chambre du roi. Et voilà, elle s'est passée là, la rencontre entre Jeanne d'Arc et le dauphin Charles VII, dans la chambre du roi, dans l'intimité la plus totale. La chambre à coucher du futur Charles VII avec son lit. But avec bro, even the bed looks bland. Et bland. pas de truc officiel qui voulait rester peinard. It looks neat, but it still looks bland. I cannot Dans sa lie. chambre, le confort ultime pour l'époque. Dans cette petite pièce, une salle de bain avec une cuve. Oh, regardez. L'hygiène déjà à l'époque. Et il y a aussi... Bro, the bathroom looks bland too. Incroyable, quel privilège. Who's bathing in that? Petite porte, ce qu'on appelle un retrait. A withdrawal. Oui, le trône, l'autre, c'est ici. C'est très intime. Yeah, that statue looked cool, bro. I cannot lie. Chinon, durant la Renaissance, va perdre son roi. Eh oui, le fils de Charles VII, Louis XI, préférera Tours, son fils, Charles VIII, préférera Amboise, Louis XII préférera Blois, et ensuite François Ier préférera Chambord, mais surtout, il rentrera à Paris. Mais c'est un autre roi qui va alors illuminer Chinon durant la Renaissance, le plus grand écrivain de la Renaissance, monsieur François Rabelais, natif de Chinon, rue de la Lamproie, ou alors dans une maison des champs tout près d'ici. Suivez-moi. Et voilà,
C'est sans doute ici, dans cette maison des champs, à la Devinière, à quelques kilomètres de Chinon, qu'est né François Rabelais. Dans cette métairie qui appartenait à ses parents, son père Antoine, qui était un juriste, un avocat, une autorité très puissante à Chinon à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait plusieurs maisons. Il avait une maison à Chinon, mais aussi cette ferme, cette métairie, dans laquelle vivait sa famille. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le travail de Rabelais, cet immense écrivain de la Renaissance, c'est que c'est là où est né le géant Gargantua. Gargantua, son château, c'est ici, c'est la Devinière. Et dans ses guerres contre Picrocole, Picrocole, en fait, c'est le royaume de Lernay, qui est en face, et qui est aussi dans la juridiction de son père. Donc tout est très familial, c'est ça qui est très amusant avec François Rabelais. Quand on est ici, à Chinon, tout évoque le travail de Rabelais. Voilà, vous le saviez pas ça, hein? Comme le disait Rabelais, maintenant vous le savez, parce que l'ignorance est mère de tous les maux. I like those French flags. That's cool. Chinon, à l'époque moderne, c'est la fin du statut royal de la ville quand celle-ci va entrer dans les possessions du cardinal de Richelieu. Oui, le Diable Rouge. Et lui, clairement, il va prendre Chinon pour pas s'en occuper. Il a même voulu faire raser le château. Pourquoi? Parce qu'il voulait que rien ne fasse ombrage à ses propriétés, à son domaine familial, la seigneurie de Richelieu, qui est à une vingtaine de kilomètres de Chinon. En plus, ici, à Richelieu, notre cardinal va obtenir un privilège incroyable de la part de Louis XIII, le roi de France, c'est de pouvoir construire une ville ex nihilo, une ville moderne, Richelieu, sur un plan orthonormé, avec des rues qui se croisent à angle droit. Cette ville que vous avez derrière moi, là, on est sur la place principale de cette ligne nouvelle de Richelieu, et surtout, il va aussi pouvoir construire un nouveau château qui carrément préfigurait Versailles. Alors, malheureusement, ce château, il a disparu aujourd'hui, mais heureusement, il en reste une maquette. Et clairement, cet essor de Richelieu par le... Oh, look at that! Oh, that's freaking amazing! Oh, that's so sick! Jusqu'à la Révolution, cet essor... Freaking hell! I started reading the subtitles because I was too busy looking at that. Oh, that's cool. Pour Chine. China? What does China have to do with anything? Did I read that correctly, or did the subtitles mistranslate that? What does China have to do with this? That doesn't look bad from that angle now. Still a bit bland though. I just gotta point it out, bro. I'm sorry. Oh my goodness. Mais à Chinon, malgré les vents contraires, il y a un atout qui ne lui fera jamais défaut. C'est la rivière, la Vienne, qui depuis l'Antiquité permet de nourrir les hommes et de faire du commerce. Puisque la Vienne à Chinon, elle est navigable depuis Châtellerault jusqu'à l'embouchure et la connexion avec la Loire, à une quinzaine de kilomètres de là, du côté de Caen-Saint-Martin. Et oui, et du coup, la navigation, la batellerie, ça va vraiment être le poumon économique de Chinon pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée du chemin de fer. On pouvait y faire du commerce, faire circuler les richesses de la région, comme par exemple le blé, le bois, le charbon, la pierre de tuffeau, le salpêtre, le sel et bien sûr le vin. Et pour moi, le souvenir de cet âge d'or de Chinon grâce à la navigation, grâce à la batellerie, il est ici derrière moi, tout près de Chinon, le long de la rivière, le long de la Vienne, à Saint-Germain-sur-Vienne, puisqu'on a gravé des graffitis qu'on a retrouvés contre les murs de l'église. Ils sont magnifiques, ils sont là, ils sont parvenus jusqu'à nous. Graffiti. 18e siècle, 19e siècle. We got historic graffiti, what? L'âge d'or de la batellerie à Chinon. What's the... what? I mean, it's cool. That's pretty cool. Oh my goodness, bro. I thought... Yo, this is something that I thought I would never ever see. We got historic graffiti. Historic graffiti. Le clocher, c'est mon préféré. Il y a même des encres. Vous avez vu? Oh yeah, that's some nice historic graffiti. I can't lie. Eh oui, Chinon, à l'époque contemporaine, c'est la fin de l'âge d'or pour la navigation et pour la batellerie sur la Vienne, avec l'arrivée du chemin de fer. Et donc pour moi, le symbole de ce déclin, de cette fin de règne pour la navigation fluviale sur la rivière, il est ici, derrière moi, avec le viaduc du chemin de fer qui justement enjambe la Vienne.
un viaduc de type Eiffel. Voilà, symbole de la révolution industrielle. That looks like a normal bridge, nothing special about it. Is it the fact that they constructed it? Is that why it's a symbol? Who is that? Ça va, Julien? Ça va. Impeccable, on est bien, hein? On est pas mal. On a le même pull. Et sinon, ça se pilote facilement? Oui. Top. Faut faire gaffe quand même. Oh bah tu me connais, je peux essayer, non? Tu peux. Ouais, je peux, Ok, d'accord. Bon, je vais remettre mes lunettes, oui, d'ailleurs, parce qu'on sait jamais. Alors, je fais une petite manœuvre. Ah, ça vous me connaissez, hein? Laurent Dutch, quand je pilote, il faut que je sifflote. Chinon, American. Eh bien, c'est une ville qui d'abord a été relativement épargnée par les grands conflits du XXe siècle. C'est vrai, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, la ville n'a pas été bombardée par les Américains, elle n'a pas été dynamitée par les Allemands, hormis les ponts, hein, le viaduc de chemin de fer ou le pont Aliénor d'Aquitaine. Non, la ville, elle a été assez préservée et voilà. Yo, speaking of that, right? A lot of people tend to overlook the destruction that the Americans caused for France in World War II, occupied France in World War II. I find it interesting how, let me put my mic down here, better angle for me. Yeah, a lot of people don't talk about that. Not only that, but a lot of people don't talk about how the Americans, the so-called liberators of France, was going around and raping so much French women. I watched and read so much about that. And nobody really talks about that. It's insane. And a lot of the unfortunate victims, a lot of the unfortunate French women never really spoke up about what happened to them because they were ashamed. They were ashamed or just too embarrassed or thought that no one would believe them. Yeah, it's insane. If I remember correctly, like, I don't know if I'm allegedly, like, just thinking from my memory, I read like 300,000 or something, like a couple 100,000 women or something like that in France who were raped by the so-called American liberators. And then you have the Americans bombing French cities in World War II as well, which also just didn't really add to the story. Like, it's interesting how France, I mean, you know, it's war, but still, you'd think that America would be more like not as harsh, but low-key America was kind of harsh. Low-key, not as harsh as, like, you know, the German heartland, but that's why I said low-key. America was kind of harsh to France in World War II. I cannot lie. Like, when you really dig deep into that, you will be like, whoa, these people are supposed to be allies? Pourquoi encore aujourd'hui, elle a un charme incroyable, hein. On retrouve encore toute l'atmosphère médiévale de cette petite ville qui a gardé tout son charme. En plus, il va y avoir une vraie plus-value pour Chinon dans les années 50, c'est que les libérateurs américains, où les Allemands étaient partis sans avoir été chassés, sans combattre, les libérateurs américains vont y installer dans les années 50, à Saint-Benoît-la-Forêt, un camp militaire où il va y avoir tout un tas d'infrastructures, mais aussi il va y avoir un bowling, il va y avoir un cinéma et surtout un hôpital
hôpital qui va devenir l'hôpital de Chinon dans les années 80, après que l'hôpital de la ville est brûlé. Toujours dans les années 80, c'était l'hôpital Saint-Michel. Donc un nouvel hôpital qui aujourd'hui encore est à la pointe de la technologie, notamment en ce qui concerne la pédopsychiatrie. Quant à notre camp américain de la forêt de Saint-Benoît, eh ben il a disparu aujourd'hui, mais il en reste quelques vestiges, comme ici. Wow, so many things that are gone. L'accueil d'entrée qui, figurez-vous, a été restauré récemment par un des vétérans américains qui aimait bien le lieu, qui aimait bien l'endroit, donc il a décidé de revenir pour la restaurer lui-même. C'est pas charmant, ça? You see how easy it is for things to just disappear from time just like that? Bro, I'm watching this video and this right here, World War II was relatively recently, only 80 years ago, which is a long time, yes, but that's one human lifespan pretty much, okay? Depending on who you ask, that's one human lifespan. In terms of history, that's very recently, and we have these buildings that are freaking disappearing already, bruh. It makes you really wonder, how much of history are you truly missing because these buildings are disappeared or just gone from time, man? Like thousands and thousands of years, tens of thousands of years, man. Just think about that for a second. How much of history is just could be right in front of our eyes, but we don't realize it because it disappeared. We forget 99% of history. Literally, we literally forget 99% of history. Like, you think you know history, but you don't. And it's pretty sad because there's just so many things that only God, literally only God knows, bruh. Only him. I would hope that God would sit down and explain to us in heaven how everything from start to finish happened, man. That would be sick. I'm not even gonna lie. That would be so sick. Chinon, aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Il y a un patrimoine de fou ici. Il y a même une centrale nucléaire. Et c'est pas étonnant, parce qu'à de nombreuses reprises dans l'histoire de France, Chinon a été le cœur du réacteur. Chinon, petite ville, grand renom. Et d'ailleurs, tout ça, ça me donne soif. Un petit coup de Chinon? Ok, bougez pas. Julien? Et ben voilà, c'est à toute berzingue à Chinon est à présent terminé. J'espère que j'ai pas été trop rapide, j'espère que ça n'a pas été trop vite, mais j'aurais pu faire encore plus vite. Et oui, j'aurais pu être encore plus synthétique, parce que à Chinon, il y a un lieu incroyable qui résume à lui tout seul 2000 ans d'histoire de la ville. 2000 years, what the hell? Derrière moi. Et je vais vous le prouver. Attention, un petit résumé de l'histoire de Chinon depuis la chapelle. Suivez-moi. Au début de l'histoire de Chinon, les hommes what is this place? Dans des grottes, dans des cavernes, dans des carrières. Ils creusaient dans le coteau, ils creusaient dans le tuffeau, c'était assez facile, et ils pouvaient y habiter dans ce qu'on appellera plus tard des caves demeurantes. La chapelle Sainte-Radegonde au départ. Dwelling cellars. Sauf que elle va avoir une This looks freaking awesome. Et puis look at this. Avec ces caves I want to be down here. Avec ces galeries souterraines. Oh, I would love to live down here. Donc, quand il y avait des invasions, pendant la période gallo-romaine, avec par exemple des Attila ou des Visigoths, et ben les Gallo-romains. Oh, look at that! That is so freaking mad. Rester très longtemps, parce que il fait 12 degrés, donc l'hiver c'est sympa. T'as pas froid. Et en plus, t'as de l'eau. Car dans cette grotte, il y a un puits qui va devenir sacré à l'époque des Gaulois. Les druides venaient prendre l'eau de ce puits et cette eau servait à guérir des maladies, en particulier liées aux yeux. C'est pour ça qu'il y avait une grande fête à l'époque du solstice d'été, le 21 juin, la Saint-Jean. Ils venaient ici, les gars, et ils soignaient des maladies. Tout le monde se réunissait là dans un lieu qui devenait donc très cultuel, sacré, vénéré par les Gaulois. Et comme une nouvelle religion a toujours besoin pour justifier son autorité de remplacer celle qui la précède, eh bien c'est donc en face de notre ancien lieu païen, ce puits sacré dans notre grotte Sainte-Radegonde, qu'un ermite va venir s'installer au 6e siècle. Il s'appelait Saint Jean et il va venir évangéliser la région dans cet ermitage souterrain. Et il va tellement cartonner, il était tellement célèbre qu'une reine mérovingienne, la femme de Clotaire, Radegonde, serait venue le rencontrer. Voilà, d'où le nom de cette chapelle Sainte-Radegonde.
Et c'est au Moyen-Âge, au XIIe siècle, qu'on va vraiment mieux structurer la chapelle Sainte-Radegonde, qu'on va un petit peu l'excaver pour construire et créer 2 nefs à la hauteur, à la dignité de Saint-Jean, mais aussi de Radegonde. Et ça, c'est l'œuvre d'une grande reine, une Plantagenet, on est à l'époque des Plantagenets, ici à Chinon, Aliénor d'Aquitaine, qui peut-être d'ailleurs est représentée sur cette magnifique fresque, cette chasse royale où il y aurait, on pense, Henri II, mais aussi Aliénor. Bref, c'est la famille des Plantagenets. Et c'est elle qui a voulu qu'on crée un lieu magnifique, un lieu très sacré, un lieu très solennel. Pourquoi? Parce qu'elle adorait Radegonde. Parce que Radegonde, cette reine mérovingienne, elle avait tenu tête à son mari, Clotaire. Et bien Aliénor aussi, elle a tenu tête à son mari, Henri II. Donc quelque part, il y a une filiation entre ces 2 reines, entre ces 2 femmes. Donc elle a voulu eh bien, rendre hommage et donner toute la dignité à Radegonde. D'où le nom de chapelle Sainte-Radegonde, et non pas chapelle Sainte-Aliénor. Ben, elle n'était pas sainte en plus, Aliénor. Au fil des siècles, notre chapelle Sainte-Radegonde va être malmenée, elle sera saccagée pendant notamment les guerres de religion durant la Renaissance, et finalement le lieu sera fermé à la Révolution pour retrouver une nouvelle vocation, ou peut-être une ancienne vocation, celui de lieu d'habitation. Eh oui, à la Révolution, notre chapelle Sainte-Radegonde va changer de vocation pour retrouver sa vocation de lieu d'habitation, de cave demeurante. On va loger des familles et on va aussi faire des séparations avec des murs en torchis, voilà, pour loger du monde. Il faudra attendre le milieu du 19e siècle, très précisément l'année 1878, pour que notre chapelle Sainte-Radegonde retrouve sa vocation et sa dimension cultuelle grâce à une femme. Après Radegonde, après Aliénor, Madame Char, qui va faire dégager les lieux et qui va lui redonner sa dimension spirituelle, sacrée, chrétienne, notamment avec de nouvelles statues et avec un autel. Et quand je vous dis qu'encore aujourd'hui c'est un lieu de culte, c'est pas de la quiche, hein? On n'est pas tout seul. I don't know what that Voilà, says. cette petite So, accélérée de what does that say? Someone tell me in the comments. est à présent terminée. Et si j'ai réussi à en faire le récit, c'est parce que cette chapelle, c'est vraiment un lieu incroyable, unique. Et oui, parce que contrairement à la plupart de nos monuments historiques qui sont construits de manière verticale, c'est-à-dire que c'est des couches successives, ça s'empile, eh bien cette chapelle, c'est au contraire, elle s'est construite de manière horizontale. Eh oui, il n'y a rien qui a disparu, ça s'est succédé de manière alternative, consécutive. Et donc quelque part, c'est un fil d'Ariane qu'on a pu remonter. Magnifique, inestimable. Is that the end? Well, if you're new to my channel, you have any more France reactions like this, suggest it to me in the comments below. Make sure to like and subscribe, turn the bell notifications, bruh. If you're an active viewer of mine and you have suggestions that I haven't done yet, I recommend you become a channel member. 99 cents a month. None of my members are disappointed. Okay, you get perks such as faster reactions to your suggestions. Your comments are top priority. Better communication and updates with what is going on regarding me and everything, so that you are always, because most people, they're like, yo, what's going on, like, when are you gonna be posting this, that, and the next? When you're a channel member, I do member only posts where I basically tell all my members, like, yo, this is what's going on with me, so and so, this is what to expect. I don't do that to like my regular subscribers. My regular subscribers, I'm just like, yeah, it'll get there when it gets there. You just sit down and wait for whatever happens. No, but I usually communicate this with all my channel members, bro, and a bunch more perks and that I will be linking in the video in the description for you to watch. It's the 3-minute video, okay, where I just talk about all the benefits that you get becoming a channel member, and it's only 99 cents a month, man. So definitely recommend it if you're an active viewer of mine. Thank you for watching. Check out my other France reactions on my channel, man, and goodbye.